Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Édouard Tétrault, essayiste et conseiller de dirigeants d'entreprise. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Alors évidemment c'est l'actualité, cette finale de la primaire à gauche vous fait réagir bien sûr entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Alors, une petite réaction comme ça, c'est pas votre tasse de thé j'imagine Benoît Hamon? Enfin, ni l'un ni l'autre. Et effectivement, je n'ai pas voté pour cette primaire. On voit quand même une sanction intéressante qui est que, en fait, la sanction, elle est vraiment sur ceux qui ont exercé et mal exercé le pouvoir ces dernières années. Et on voit là les deux anciens, enfin le Premier ministre et puis un ministre du gouvernement de François Hollande, Arnaud Montebourg, qui vraiment pâtissent de cela. Il y a un besoin de changement très fort. La bonne nouvelle, je trouve, dans cette primaire, c'est que eh bien, nous avons une gauche, un parti socialiste qui est coupé en deux, qui est fracassé en deux. Et je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie française. Nous allons voir émerger… Une clarification, c'est ça? Oui, d'une façon ou d'une autre, une social-démocratie, une gauche moderne. Et puis on va laisser de côté les remugles de l'extrême gauche se battre avec l'extrême droite pour essayer d'avoir les suffrages des populistes. Donc c'est une bonne nouvelle. Cette gauche moderne de gouvernement, c'est celle de Macron, j'ai compris en creux, c'est ça hein? Alors c'est en tout cas ce qu'il essaie de faire. Hein, je crois que les choses commencent à se clarifier là-dessus. On va voir si… Mais moi je me souviens que Manuel Valls était le partisan de la TVA sociale, de l'économie sociale de marché. Visiblement le pouvoir, la fréquentation du gouvernement Hollande l'a usé. Bon, certains disent, c'était la semaine dernière dans l'émission, c'était Marianne qui disait que finalement Macron c'était un peu le faux nez de Hollande ou Macron le fantôme de Hollande, quand finalement sur le positionnement politique c'était assez similaire, sur l'Europe, sur plein de choses. Écoutez, je ne sais pas, moi c'est une notoriété je crois publique que j'ai soutenu au tout début la démarche d'Emmanuel Macron, le mouvement En Marche. Je trouve qu'il incarne, il incarnait ou il incarne encore aujourd'hui un espoir, une promesse très forte. Il ne faudrait pas… Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans ces propositions aujourd'hui? Justement, on est en attente de propositions concrètes, on est en attente de propositions réelles. Il ne faudrait pas aussi que les soutiens qui affluent aujourd'hui, qui sont plutôt des soutiens de gauche ou des soutiens d'athées, finissent par faire submerger ce navire qui était bien parti. Bon, on change de sujet. En janvier 2016, vous donnez une interview au Journal des entreprises, je crois, et là vous dites, vous annoncez que le risque en 2016, c'était le défaut d'un grand pays émergent. On ne peut pas avoir raison tout le temps. Non, mais l'économiste que vous venez d'interviewer pointe cela de façon très claire sur le risque de la Chine. Et juste avant, on a fait un sujet juste avant, puisqu'on est en direct. On absolument. a fait un sujet juste avant, effectivement, sur la Chine, qui est une bombe potentielle. Juste, cette année, le grand risque pour vous, c'est quoi? Pour moi, le grand risque, enfin le grand risque ou plutôt le grand soulagement, le grand risque c'est Donald Trump et le grand soulagement, la grande probabilité, c'est le fait que sa présidence n'aille pas au bout. Vous l'aviez évoqué, c'était en décembre quand vous étiez passé en émission. Absolument. Il a dit il n'y aura pas au terme de son mandat parce qu'il y aura une procédure d'impeachment, c'est ça, qui sera, je crois que sera destitué. Tous les événements qui se passent sous nos yeux depuis quelques jours, quelques semaines, le confirment. Nous avons un président d'abord mal élu, qui est en train de confirmer… Pourquoi mal élu en termes de grands électeurs? Moins de 2 millions de… Non, mais enfin, voilà. Sur les grands électeurs… Oui, mais c'est important aussi le suffrage populaire. Nous avons un président mal élu qui a confirmé l'existence de ces conflits d'intérêts. Vous savez, David, il faut être attentif aux signaux et aux signaux faibles. Quand il arrive à Washington la veille de son inauguration, la première chose qu'il fait, c'est pas de visiter le Lincoln Memorial, c'est de vérifier que son hôtel, un hôtel sur lequel il y a quelques scandales qui émergent aujourd'hui, son hôtel va bien, fonctionne bien. C'est un président élu qui va avoir un sujet de gestion de conflits d'intérêts. C'est un président élu qui est en train de mentir ouvertement à la face du monde et aux Américains. Les Américains ont un rapport… vous l'avez vu, je pense, lors de l'inauguration, sur mentant effrontément et son porte-parole doublant ce mensonge sur le fait qu'il y aurait eu beaucoup plus… sur le nombre de personnes qui étaient présentes. Et oui, sur le nombre de personnes présentes. Allant voir la CIA, alors qu'on a les bandes, celui qu'il essaie de nommer comme le patron du renseignement américain,
passé un coup de fil avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis le 29 décembre, le jour où Obama décidait de sanctions parce qu'on avait découvert que la Russie effectivement avait hacké le Congrès, le Parti démocrate. Nous avons un président qui ment, un porte-parole qui ment. Alors il appelle ça alternative truth, une vérité alternative. Mais les Américains, ça leur plaît pas du tout les conflits d'intérêts. Ça leur plaît pas du tout d'avoir un président qui ment sous leurs yeux. Je pense que ce président... Ils l'ont élu. Ils l'ont élu, en termes de grands électeurs, il y a quand même 70 grands électeurs d'écart. La bonne nouvelle aux États-Unis, c'est que nous avons des institutions puissantes. Mais qui sont à sa main, la Cour suprême va être à sa main, les deux chambres, le Congrès, Chambre des représentants. Absolument pas. Vous avez la majorité du Parti républicain aujourd'hui qui commence à se dire « nous avons fait une erreur ». Ce président n'est pas le nôtre. Je pense que lorsque nous aurons des faits un petit peu plus avérés sur ce qui est en train de se construire, vous savez qu'il y a une enquête qui est ouverte justement sur plusieurs personnes de son entourage pour vérifier leur lien avec la Russie. Lorsque quelques faits un peu substantifiés émergeront, il aura beau dire alternative truth, je pense que nous arriverons à facilement trouver 2 tiers de sénateurs pour le renvoyer à New York. Bon, on n'en est pas encore là pour l'instant, la question qu'on se pose, et je trouve que c'est intéressant, la couverture du Figaro magazine, on va la voir, il pose la question, tiens, et si Trump, à contre-courant, faisait le job? Et s'il faisait le job, il est imprévisible, il y a des dérapages, il y a plein de choses, mais en même temps, il est peut-être plus pragmatique qu'on le dit. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un scénario à la Reagan? Et on prend l'exemple de Jack Ma, on va le voir aussi, le patron d'Alibaba, le géant du commerce en ligne chinois, qu'il a rencontré et qui a dit, il est à l'écoute, il est ouvert ce type-là. Oui, non, mais c'est une chose. France, comme ça. Bien sûr, c'est une chose de vouloir faire du business avec un homme qui parle business. Hein. C'est un homme d'affaires avant d'être un homme politique. Donc Jack Ma est tout à fait dans son rôle de chef d'entreprise avec un fonds de commerce à gérer. Les États, c'est autre chose. Et si vous voulez, nous avons aujourd'hui un président. Qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, il faut qu'il fasse passer son programme au Congrès. Il y a 2-3 choses intéressantes. Les baisses d'impôts, tout le monde va adorer, donc ça, normalement, ça devrait passer assez facilement. Avec un effet discutable sur la croissance. Oui, parce que la croissance est déjà là. Ça profite aux riches aussi. En plus, voilà, ça profite aux riches, ça va creuser les inégalités qui ont fait que les populistes ont voulu l'élire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de faire un programme d'infrastructure. Là, ça ne va pas passer a priori. Ah, on dit qu'il pourrait justement rallier les démocrates là-dessus. Il a un programme qui plaît un peu aux républicains, justement les baisses d'impôts, qui plaît un peu aux démocrates. Pas mal ça. Oui, mais il est hybride, il est atypique, c'est un ovni, pourquoi pas? Oui, c'est un ovni qui dit une chose et puis le lendemain son contraire. Vous savez, qu'est-ce qu'il me disait? C'est un républicain me disait ce week-end, Édouard, ne t'inquiète pas, nous avons élu avec un bouffon, avec un compte Twitter, mais heureusement les institutions américaines sont fortes, sont solides, les choses qui sont dans l'intérêt de l'Amérique, nous les faisons passer, le reste sera bloqué. Donc peut-être qu'il faut regarder plus la présence Trump comme en fait un reality show avec une performance quotidienne et qui peut être démenti le surlendemain. Vous avez vu ce qu'il a fait, il a été rendre visite à la CIA pour dire « I love you », alors que 10 jours avant, il les insultait en disant vos pratiques. Il est président maintenant, il est président. Oui, donc il se moule, il se coule dans l'habit. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous allez voir dire une chose et son contraire, avoir un rapport très particulier à la vérité. On sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Vous savez bien ça. Exactement. Moi, mais en même temps, pardon, la bonne nouvelle. Le procès en populisme. La bonne nouvelle, allez-y, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que soit il sera destitué assez rapidement, ce que les uns et les autres peuvent espérer, soit au fond, ce sera effectivement un ludion qui fera des interventions plus ou moins, jamais contrôlées sur son compte Twitter, et les affaires sérieuses seront tenues par le Congrès et les sénateurs. En même temps, quand on voit son gouvernement, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent de chez Goldman Sachs, qui vont sourire en disant qu'il les a beaucoup vilipendés pendant la campagne. Ils s'entourent des banquiers de chez Goldman Sachs. C'est quand même pas le signal que les choses vont pencher vers du populisme, ce qui fait peur à tout le monde. Enfin, du protectionnisme, pas du populisme, du protectionnisme. Ah non, mais voilà, c'est ça le sujet. C'est Steve Mnuchin, ça c'est le secrétaire d'État au Trésor. Donald Trump n'a aucune conviction dans la durée, sauf une seule, le protectionnisme. Vous retrouvez des interviews de lui dans les années 80
où déjà il a, ce qui est totalement contraire à la philosophie d'un Ronald Reagan par exemple, il a la vision d'un monde fermé, où il faut fermer, protéger les États-Unis de toutes ces influences étrangères néfastes, les fermer par rapport aux Mexicains qui sont une... Donc ça, le seul endroit où on peut le créditer d'avoir une vision durable, c'est le protectionnisme. Donc il va y aller selon vous, d'autant qu'il n'a pas besoin de l'accord du Congrès, on le sait, en termes de taxes douanières, il n'a pas besoin d'avoir l'accord des chambres. Alors attention, il y a deux choses. Il peut effectivement tuer le traité, l'ALENA, voilà, l'ALENA, le traité entre le nord-américain de libre-échange avec le Mexique et le Canada. Il peut tuer ce qu'on essayait de faire en traité transatlantique, ce qu'essayait de faire l'administration Obama. En revanche, il est tenu, ne lui en déplaise, il est tenu par les traités internationaux. Il est tenu par la signature des États-Unis avec l'OMC, et là, il aurait quand même beaucoup plus de mal à détricoter ce monde-là. Bon, en même temps, quand il propose de taxer à 10% les bénéfices des multinationales, les GAFA, même pas que McDonald's ou autres, pour rapatrier cet argent sur le sol américain, on sait qu'il y a 2 500 milliards de dollars de profits délocalisés à l'étranger, hors du sol américain. C'est peut-être une bonne chose pour faire du business, pour que cet argent relance l'économie américaine. Tout n'est pas à jeter. Et s'il faisait le job, comme disait s'il faisait le job pour les Américains, tout ce qui est en train d'être... Il a été élu pour ça. Tout ce qu'il va essayer de mettre en place est effectivement favorable à une inflation, éventuellement d'activité, mais surtout de salaire aux États-Unis. Mais c'est bien. Déporter, il n'y a pas d'autre mot, proposer de déporter les immigrés clandestins hors des États-Unis. C'est plus 11 millions, c'est 3 millions maintenant. Oui, voilà. Il a réduit ses prétentions. Voilà, 3 millions. Ben, c'est très bien, mais sauf que les jardiniers, ceux qui livrent les pizzas, etc., ben, il va falloir effectivement des Américains dûment encartés, etc., pour les Et ça coûtera plus cher, c'est ça? Et ça coûtera beaucoup plus cher. Donc son programme protectionniste est inflationniste pour l'Amérique. Et en quoi c'est grave, pardon, je coupe, en quoi c'est grave que ce soit inflationniste? On disait, il n'y a plus d'inflation, c'est terrible, c'est la déflation. Maintenant, il y a de l'inflation. On a très bien vécu avec beaucoup d'inflation dans les années 70. C'est probablement un grand bénéfice à court terme pour effectivement l'économie américaine. En revanche, à moyen long terme, mais peut-être s'en moque-t-il, les derniers produits que nous, Européens ou Chinois, voudrons acheter sont des produits américains qui vont être facturés très lourdement, d'abord par un dollar qui va monter significativement. Pourquoi? Parce que qui dit inflation dit relèvement des taux d'intérêt, donc vous allez avoir un dollar de plus en plus cher, très bien. Ce qui ira à l'encontre d'ailleurs de ce qui va contrecarrer la politique économique menée par Trump. Absolument, et un coût du travail de plus en plus cher. Donc l'Amérique va se retrouver avec un pays qui ne va vouloir rien importer de l'extérieur et ne pourra plus exporter ses produits à l'extérieur de ses frontières. C'est plus America First, c'est Goodbye America. On parle des marchés financiers, c'est lié aussi, les marchés américains sont au plus haut historique. Ça vous inquiète, vous, Édouard Tétrault, de voir ces marchés actions globalement au plus haut, aussi chers, alors que le Brexit ne fait que commencer, alors que Trump, ça pourrait effectivement tanguer, qu'il y a des échéances politiques aussi en Europe? Alors, on voit à nouveau une décorrélation assez forte entre la réalité du monde et effectivement nos marchés financiers aujourd'hui. C'est inquiétant? Je ne sais pas. Je finis par me demander si c'est vraiment important, parce qu'au fond, c'est une décorrélation qui est structurelle. Le risque politique est un sujet qui désormais a été évacué par les marchés. Moi, ce que je regarde moins les marchés actions qui sont aujourd'hui pilotés aux 3/4 par des algorithmes, et plus les marchés obligataires. Je regarde de près. Le vrai sujet, pour moi, européen, ce n'est pas les facéties de Donald Trump. Le vrai sujet, ce sont les spreads entre les écarts de taux. Voilà, les écarts de taux, entre les pays de la zone euro. Il va y avoir des tensions. C'est d'ailleurs l'agenda de M. Poutine et de M. Trump, de vouloir disloquer davantage l'Union européenne et la zone euro. Ça, je suis très attentif à ça. Donc ça va tanguer sur les écarts de taux d'intérêt entre les différents pays. Lesquels vont être touchés, selon vous? Il faut regarder, mais en tout cas, si vous voulez, la bonne nouvelle de l'élection, même si et la présidence, même si elle est éphémère, de Donald Trump, c'est qu'elle oblige les pays européens, et en particulier la France et l'Allemagne, à faire bloc. Nous avons Trump, nous avons le Brexit. C'est un hard Brexit. J'étais venu il y a un an sur ce plateau dire que c'est une chance formidable pour la France. C'est vrai. Maintenant que Theresa May a choisi... On a eu 1000 emplois à HSBC. Ouais. Oui, mais c'est le début, David. Vous allez voir des dizaines,
Et si Valérie Pécresse, à la région Île-de-France, et puis aussi la mairie de Paris, se débrouillent bien, peut-être des centaines de milliers d'emplois qui vont quitter le Royaume-Uni et la City de Londres et se retrouver en France. Ils vont d'abord à la Francfort, Dublin. Non, mais il ne faut pas jouer perdant là-dessus, hein. Il y a une compétition avec Francfort. Effectivement, et là on revenait à la discussion Emmanuel Macron-François Fillon, le prochain président, en 2017, devra aussi favoriser un droit du travail beaucoup plus souple, parce que nous avons une opportunité historique. Ce sont des centaines de milliers d'emplois potentiellement qui peuvent arriver. Centaines de milliers, c'est un peu fort quand même. Non, c'est que le début. Vous allez voir, David, rendez-vous dans un an. C'est que le début. Et ce n'est pas uniquement la sphère financière, ce sont aussi les start-up, ce sont les sièges. Aujourd'hui en Grande-Bretagne. Paris pourrait être le grand gagnant du Brexit, à vous écouter? Oui, à condition qu'on élise en 2017 un président qui fasse son affaire d'un droit du travail pour le rendre beaucoup plus souple et pour accueillir beaucoup plus favorablement les hauts revenus. Ce ne sera pas Benoît Hamon. Ce ne sera pas Benoît Hamon, ce ne sera pas un candidat de gauche, ce sera un candidat qui devra clairement afficher son libéralisme économique. J'ai entendu le mot Macron, le mot Fillon là, non? Eh bien, pour moi, le sujet, ça va être entre la promesse d'Emmanuel Macron et la réalité du programme de François Fillon, entre le mouvement d'un côté et l'expérience de l'autre. On aimerait bien faire émerger François Maillon ou Emmanuel Macron, mais la réalité est plus compliquée. En tout cas, c'est un sujet réel à ne pas le louper. Il ne faut pas le laisser passer. Merci Theresa May. Emmanuel Mignon, pas Micron. Pas très flatteur. Hein. Allez, merci à vous. Édouard Tétrault, donc essayiste et conseiller dirigeant d'entreprise, et donc était votre invité en direct sur Boursorama. Merci. Bye. Merci David.